l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Alors la semaine passée nous avons évoqué le design avec Ariane Briva, chargée de mission auprès de la direction de l'école des arts décoratifs, et Emmanuel Thiblou, directeur de l'école des arts décoratifs. Alors nous avons abordé un sujet qui n'est pas si familier à Craquer l'époque, le design. Alors on essaie de comprendre ce que c'était, cette discipline qui façonne notre environnement en articulant la fonctionnalité, l'esthétique et l'usage. Sauf que le design, ça n'est pas uniquement l'action de créer des objets ou des espaces fonctionnels, c'est aussi, ou ça peut constituer aussi, une brèche pour repenser notre rapport au monde et bien sûr au vivant. Face aux crises environnementales, il nous permet d'explorer peut-être de nouveaux modes d'habiter, de produire et d'interagir avec les vivants. Alors pour échanger sur ces questions, nouvelle originalité aussi aujourd'hui, nous accueillons deux personnes, deux designers. Nous avons d'abord Zoé Matisse. Zoé Matisse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aussi la cofondatrice de La Mitoyenne, un collectif pluridisciplinaire au service des territoires. Et Nicolas Fercave, qui est designer, qui est peut-être un peu plus solitaire, mais qui est en soutien aussi sur ce projet dont on a déjà parlé la semaine dernière, le projet Design des territoires ruraux de l'école des arts décoratifs. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à comprendre ce qui vous a conduit à vouloir d'abord devenir designer. Qu'est-ce que c'est que pour vous le design, autrement dit, comment dans votre métier vous envisagez votre contribution au monde? Zoé Matisse, par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est que le design? Et racontez-nous comment vous avez rencontré cette discipline. Alors, moi, ça fait un moment que je fais ça, on va dire, parce que j'ai fait un bac art appliqué. Et après, j'ai enchaîné avec un BTS et des études plutôt aux Beaux-Arts. Donc, c'est une discipline que je côtoie depuis longtemps, mais que j'exerce en tant que professionnelle depuis assez récemment. Alors, comment vous avez connu, qu'est-ce que c'est que pour vous le design? Comment vous l'avez rencontré? Comment vous avez rencontré cette discipline? Comment vous pourriez nous aider à le comprendre, en tout cas avec votre vue un peu singulière? Pour moi, le design, alors historiquement, c'est une discipline qui a des préoccupations, on va dire, esthétiques, et qui est née aussi dans un contexte d'industrialisation où les designers étaient intégrés aux entreprises ou alors intervenaient auprès des entreprises pour penser une optimisation des chaînes de production, etc. Donc vraiment avec des préoccupations productivistes, on va dire. Et aujourd'hui, avec les enjeux contemporains, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il y a toute une préoccupation beaucoup plus sociale et de rapport aussi à l'environnement au sens très large du terme et des territoires qui se dessinent aujourd'hui. Et moi, c'est dans ce sillage-là que j'inscris ma pratique. Mais concrètement, quand vous allez travailler le matin, vous vous dites que vous êtes en train de contribuer à quoi vis-à-vis des crises que l'on est en train de traverser, des crises sociales, environnementales, etc. Comment vous l'envisagez? Alors c'est des très grandes questions, et il y a cette figure aussi parfois du designer ou de la designeuse qui peut être présentée en sauveur, et c'est pas du tout moi ce que je prétends faire dans mon travail, mais plutôt contribuer à une forme de participation à une reterritorialisation de, par exemple, des moyens de production, ou en tout cas participer à accompagner les territoires dans une autodétermination de certaines décisions qui peuvent être prises, en tout cas participer à une amélioration sociale, qu'elle soit démocratique, environnementale, et toujours poser la question de la production, mais justement dans des perspectives qui sont plus soutenables. Alors Nicolas Fercave, de votre côté, vous défendez une pratique du design qui s'étend d'une interaction sensible avec les lieux de vie. Vous êtes sensible, vous le dites, à la matière, au dialogue, au plus près des ressources et des lieux de production. Qu'est-ce que c'est qu'être sensible à la matière, et comment vous définissez d'ailleurs votre propre métier? Comme le disait Zoé à l'instant, le design est né, le design dans son appréciation conventionnelle en tant que profession est né avec l'industrialisation et la révolution industrielle. Je dis bien le design en tant que profession, et moi je crois que je préfère considérer le design non pas associé à une période historique, mais plutôt comme une attitude. Donc moins comme une profession que comme une attitude qui consiste dans un premier temps à prêter une attention sensible à ce qui nous environne,
qui peut être d'ordre très différent, d'ordre matériel, d'ordre social, d'ordre environnemental, etc. Et à partir de cette attention qui, à mon sens, est fondamentale, le propre du designer, c'est d'y réagir par une forme d'action, de transformation. Et en ce sens, je crois qu'on est fondamentalement, en tant qu'humains, tous designers. La capacité d'interagir avec notre environnement, c'est ce qui fait de nous aussi des êtres humains. Et donc, je pense que finalement, on est tous designers dans nos fondements. C'est plus récemment qu'on en a fait une discipline. Et donc, cette discipline, aujourd'hui, elle est peut-être beaucoup plus détaché de cette interaction spontanée, fondamentale vis-à-vis d'un besoin qui est peut-être un besoin d'ordre vital, d'ordre de la subsistance et de la composition avec un monde, que lié souvent à une question de rendement, de rentabilité, d'autres paramètres qui viennent infléchir et tordre un petit peu finalement cette attitude initiale qui était peut-être considérée qu'on peut considérer comme vertueuse. D'ailleurs, vous dites, oui, le design, et vous le redites là, est une attitude. Ça veut dire quoi que le design est une attitude ? Ça veut dire qu'on se lève pas le matin en allant au travail, ça veut dire que finalement c'est une manière de penser le monde qui dépasse des horaires de bureau, mais finalement qui conditionne simplement un rapport au monde, et quand je dis au monde, c'est un rapport aux autres, un rapport au paysage, un rapport si on évolue en tant que designer, parce qu'il y a une infinité de manières de faire du design, autant qu'il y a de designers, mais si on évolue, et c'est mon cas, plutôt proche de là où la matière prend forme, donc prend la forme d'objet ou d'espace, c'est prêter aussi une attention à ce que le matériau peut faire ou ne peut pas faire, c'est orienter le dessin vis-à-vis de ce matériau, justement vis-à-vis de ces attentions-là. On va pas dessiner quelque chose qu'un matériau aurait du mal à faire, parce que du coup ça veut dire qu'on y passe plus de temps, plus d'énergie, l'objet coûte plus cher. Oui, c'est un exemple d'objet sur lequel vous avez travaillé qui nous permettrait d'illustrer ça. Récemment, j'ai travaillé avec une manufacture dans les Vosges du Nord qui s'appelle le Centre international d'art verrier, qui fabrique des objets en verre soufflé. C'est une manufacture qui existe depuis plus de 3 siècles, qui a connu une fermeture dans les années 60 à cause en partie due à la délocalisation de la production européenne vers les pays de l'Est, et qui a réouvert un lieu de recherche et de production sur le verre il y a une 30aine d'années. Et en travaillant avec eux, je me suis rendu compte que le verre, c'est un matériau qu'il est difficile de contraindre, de dessiner et de contraindre à un dessin précis. C'est un matériau qui dicte aussi ses lois, parce que la matière est d'abord malléable, puis elle va se figer au contact d'un moule ou au contact des outils de l'artisan qui la travaille. Et donc, il y a un ensemble de paramètres qui dépassent la seule intention de l'auteur, du designer. On pourrait imaginer que le designer dessine les contours d'un objet bien défini. Et en fait, cette expérience-là nous donne aussi la leçon qu'il est nécessaire de composer avec un ensemble de paramètres qui structurent finalement l'émergence des objets. C'est ce qui déborde des objets. C'est autant la propriété du matériau, le geste précis de cet artisan-là qui ne sera pas le même qu'un autre, la nature du matériau qui accueille le verre, donc la nature du moule, est-ce qu'il est en bois, est-ce qu'il est en métal. Et tous ces paramètres finalement sont des éléments avec lesquels composer plutôt que des éléments sur lesquels imposer une contrainte trop forte. Alors, la semaine dernière, on a déjà évoqué la question du programme design des territoires. Sur le coup, vous n'êtes pas que dans de la spéculation intellectuelle sur ces questions-là. Vous êtes dans des formes de pratiques immersives qui sont absolument passionnantes. L'idée, en fait, de ce programme, pour le faire rapidement, c'est de dynamiser les territoires ruraux. Et c'est un programme qui se décline en 6 écoles de terrain, qu'on appelle aussi des milieux de vie, où, je cite, le design et la création peut aider à affronter des problèmes de l'habité. Alors, tous les deux, vous avez joué un rôle important, notamment en Dordogne, dans la ville de Nontron, si je ne me trompe pas. Zoé Matisse, expliquez-nous en quelques mots votre projet. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement à faire ? Et d'ailleurs, vous avez rejoint cette région, n'est-ce pas ? Oui, alors moi j'ai intégré la 3e promotion du programme Design des mondes ruraux, puisque chaque antenne ou école de terrain, comme vous les appelez, a un nom spécifique au milieu dans lequel elle s'inscrit. Et donc, j'ai rejoint en septembre 2023 cette 3e promotion donc à Nontron, sur le territoire nontronais, en sortie d'école, parce que c'est un post-master. Et donc l'idée de ce post-master, c'est de permettre à des étudiants et des étudiantes qui sortent d'école, du coup qui pourraient être des professionnels, mais ce post-master offre une forme de parenthèse, on va dire, notamment économique, puisque pendant cette année-là, on a une bourse de subsistance qui nous permet de mener des projets, mais qui sont désintéressés financièrement parlant. C'est-à-dire que ça permet de se mettre au service du bien commun, d'aller rencontrer des acteurs ou des initiatives qui n'ont pas d'intérêt économique de prime abord. Et donc je suis arrivée en septembre 2023, où j'ai rencontré 5 autres personnes que je connaissais pas avant et qui sortaient aussi plus ou moins d'écoles donc de design, de paysage et d'architecture,
lecture, parce que c'est un programme qui aspire aussi à croiser les disciplines de la conception. Et donc l'idée, c'est de rencontrer le territoire et de mener des projets en lien avec des acteurs de ces territoires-là et qui s'appliquent aussi, qui répond à des enjeux de ces territoires-là pendant une année scolaire, parce que l'année s'étend de septembre à juillet. Alors là, pareil, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un peu concret de genre de choses que vous êtes en train de faire avec les habitants, avec aussi vos collègues paysagistes et autres disciplines? Oui, alors moi j'ai terminé le programme en juillet 2024, donc ça fait quelques mois que je suis sortie maintenant, mais j'habite toujours à Nontron, on pourra peut-être en reparler. Et donc on a pu mener sur cette période-là différents projets qui ont aussi des statuts assez différents, parce que l'idée c'est de dire que le fait de faire enquête, parce que c'est pas anodin d'arriver sur un territoire qu'on connaît pas et de mener des projets avec des acteurs qu'on connaît pas, des dynamiques aussi qu'on connaît pas, et surtout sur un territoire donc rural où les compétences de concepteurs et de designers sont aussi moins présentes, donc les collectivités, les associations, etc. sont aussi moins au courant de ce que nos professions peuvent apporter. Et c'est aussi toutes ces questions-là qu'on se pose pendant l'année, parce que l'idée c'est de pas du tout arriver avec une posture descendante et de dire voilà, on travaille de telle manière et on va appliquer des projets sur votre territoire. Mais c'est vraiment d'être dans une forme de recherche, d'exploration et donc d'enquête permanente, on va dire, qui va amener à des projets. Mais l'enquête fait aussi projet. Des choses très... L'idée, c'est de renverser la logique de projet qui s'applique en général à nos métiers. Et donc, pour parler d'un exemple qui est un peu concret, en début d'année, on est donc arrivé avec différentes thématiques nous étaient proposées, notamment la thématique de l'alimentation, qui est un enjeu sur ce territoire-là. Et donc, en vivant sur place, parce qu'on vit sur place donc à plein temps à Nontron, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une promotion faite du territoire, notamment sur les questions alimentaires, qui partageait toute une image que l'on retrouvait pas dans le quotidien des Nontronais. En tout cas, c'était une intuition qu'on avait, que l'alimentation vécue des Nontronais était très différente de ce qui pouvait être promu à des fins touristiques notamment. Et donc, on a développé une carte textile qui était qu'on a pensé comme un dispositif à déployer dans l'espace public. Donc, on a pu déployer à l'occasion de festivals associatifs ou de marchés alimentaires hebdomadaires du territoire. Et donc, à partir de cette carte textile, l'idée c'était d'aller rencontrer les gens et de leur poser des questions sur leur alimentation du quotidien en leur proposant de nous partager une recette du quotidien. Donc on avait mis en place tout un jeu de cartes qui mettait en situation, donc parlez-nous d'une recette pour 2 personnes le soir avec les restes que vous avez dans le frigo. Et les personnes nous partageaient ces recettes-là, et ces recettes étaient aussi le prétexte pour parler de lieux d'approvisionnement. Donc où est-ce que les personnes allaient se fournir? Est-ce que c'était plutôt en direct chez le producteur, dans les supermarchés, etc. Et ça nous a permis donc de dresser une forme de portrait, alors qui est très subjectif, parce que quand on parle, j'emploie le mot d'enquête avant, en fait quand on parle d'enquête, on n'a pas du tout de prétention scientifique ou objective. L'idée c'est vraiment d'avoir une démarche qui est plus sensible et plus subjective. Et donc on a pu rassembler cet ensemble de recettes du quotidien des habitants qu'on a réunies dans une édition papier et qu'on a pu ensuite redistribuer aux participants, aussi diffusé sur le territoire. Et nous, on l'a vu comme une forme de contre-discours, on va dire, à toute cette promotion touristique du canard, de la châtaigne, etc. Et donc, cette démarche-là, qui était un projet en soi, a été aussi un prétexte pour nous pour rencontrer des habitants, faire partager nos questionnements qui étaient en cours à ce moment-là, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, et ce que permet le programme, c'est d'avoir un lien avec le territoire qui est très direct et qui permet aussi de pas seulement arriver à la fin du projet et de dire voilà, le projet est dessiné et terminé, on vous le présente comme ça, mais de construire avec les gens les projets. Et donc ça permettait donc à la fois de faire état d'une démarche en cours, de réflexion en cours, de rencontrer aussi plein d'habitants et de structures, de lieux d'approvisionnement qu'on a pu solliciter par la suite dans d'autres projets. Donc ça a été vraiment à la fois un outil d'enquête
et un outil qui a fait projet qui nous a servi par la suite. Alors c'est passionnant, et cette idée justement de se mettre dans une position d'enquête, d'exploration non colonisatrice, je trouve ça très intéressant comme idée, mais on pourrait se poser une question d'ailleurs très simple, c'est comment les habitants vous reçoivent, vous arrivez comme ça de l'extérieur, vous montez des projets, vous voulez vous immerger dans un milieu de vie dont vous ne faites pas partie, vous venez d'arriver, comment ça s'est passé votre intégration Alors quand on arrive déjà, il y a une certaine forme de médiation qui est opérée parce que le programme, donc ça fait plusieurs années à Nontron qu'il est installé, donc il y a aussi toute une forme d'acclimatation qui s'est faite, et le programme est aussi construit en lien avec les collectivités locales. Donc il y a vraiment une considération du programme, on va dire, de la part du territoire. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce temps d'acclimatation, à la fois pour nous personnellement, d'arriver dans un nouveau lieu de vie, d'apprendre à vivre en collectif aussi, et de travailler en collectif à certains moments. Et il y a aussi toute l'image que ça renvoie, qui est un gros enjeu, parce que l'École nationale supérieure des arts décoratifs, quand on arrive dans un territoire rural, c'est pas anodin comme appellation, on va dire. Et donc, ce qui est pensé par l'ensemble des personnes du territoire, c'est qu'en fait, c'est ici Parisiens qui arrivent et qui viennent faire des projets. Alors que, par exemple, moi, je viens pas du tout de Paris, j'ai jamais vécu à Paris. Avant ce programme-là, je viens pas de cette école et tout ça. Vous étiez en Bretagne, non, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et on est plusieurs à venir. On a grandi dans des milieux plutôt ruraux ou périurbains. Enfin voilà, il y a déjà toute cette question-là, tout ce préjugé-là à déconstruire. Et c'est intéressant parce que c'est la première question qu'on nous pose quand on rencontre des gens, quand on arrive sur le territoire. Les gens nous demandent où est-ce qu'on a grandi, d'où on vient, comme pour montrer patte blanche en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça traduit aussi d'une certaine situation de ces territoires ruraux-là qui ont intégré une forme de descendance parce qu'elle est réelle dans les prises de décision, dans les projets qui sont menés sur ces territoires-là, parce que c'est des territoires qui sont considérés par un point de vue urbain comme vidés, comme qui sont pas des lieux d'émergence d'initiative ou de pensée propre à leurs conditions, alors que c'est très absurde d'appliquer des logiques urbaines à des territoires ruraux, parce que il y a des façons de se déplacer, il y a des façons de se sociabiliser, des façons de se nourrir qui sont assez différentes de contexte urbain, et donc d'appliquer des forme urbaine d'aménagement du territoire au sens très très large, je me rends compte que c'est un peu un non-sens. Oui, d'où l'intérêt du coup d'habiter sur place pour saisir un petit peu la particularité de ces milieux de vie. Nicolas, quant à vous, vous avez une position, vous n'habitez pas exactement dans la zone, vous venez de temps à autre, c'est ça ? Vous avez une position plus solitaire, vous m'aviez dit. Comment vous décririez votre rôle dans ces projets ? Oui, moi je suis plus solitaire du fait d'être le coordinateur pédagogique, et donc je suis intégré au groupe de manière plus ponctuelle. Moi, j'accompagne donc ce groupe une semaine par mois sur cette année le territoire des Vosges du Nord, donc une autre antenne qui a ouvert depuis septembre 2024. Et je passe deux semaines par mois sur ce territoire, une semaine avec les résidents, une semaine sur des projets qui me concerne en tant que designer indépendant. Donc finalement, le reste de mon temps, je suis designer indépendant, 3 semaines par mois, et une semaine par mois, je travaille avec les résidents sur l'accompagnement de leurs projets, le suivi de ces projets-là. Donc je suis moins professeur que finalement vraiment un regard extérieur qui a le bénéfice de ne pas être la tête dans le guidon tous les jours du mois, et de pouvoir vraiment, en considérant aussi que ce sont leurs projets, tout le monde est considéré ici comme des professionnels ou des professionnels en devenir, puisque c'est une année qu'on peut considérer comme une transition entre le monde de l'école et puis l'espace professionnel. Et donc ma place est plutôt celle du facilitateur avec un ensemble de partenaires territoriaux, et puis celle aussi de ce regard un petit peu plus distancié, quoi, non ? Oui, un regard un peu plus distancié. Ouais. Alors, en parlant de distance, je vous ai demandé, comme on a l'habitude de le faire à Craquer l'époque, de me communiquer des extraits de lecture ou des sons. Alors, on va en écouter quelques-uns, bien sûr. Mais alors, Nicolas, vous m'avez fourni, non pas l'extrait, mais vous m'avez dit, ouais, j'aimerais bien, dans l'introduction, David Graeber, au commencement était. Alors évidemment, moi j'aime beaucoup David Graeber, et je ne résiste pas à l'envie, on va le lire peut-être plus tard, mais là on ne l'avait pas avec nous, mais je ne résiste pas à l'envie de vous demander, mais qu'est-ce que ce livre a produit en vous, et pourquoi
vouliez-vous le choisir ? Ce que je trouve super avec ce livre, c'est qu'il permet parfois ce que permettent des projets de design qui sont pas forcément appliqués à un service ou liés à une commande, mais plutôt des projets de design prospectif ou qu'on peut considérer comme de la recherche, qui permettent d'apporter d'autres regards sur le monde. Et je pense que ce livre, c'est ce qu'il permet, donc dans lequel les auteurs déconstruisent finalement l'idée que l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée arrive de manière induite, de manière inchangeable. Enfin, disons que c'était. Enfin, mais donc les auteurs de ce livre nous racontent que l'histoire telle qu'elle nous a été enseignée, en fait, aurait pu prendre beaucoup d'autres bifurcations que la ligne qu'on nous a transmise comme étant la ligne qui n'aurait jamais pu dévier. Et donc, ce qu'il nous raconte, c'est notamment comment le rapport à la propriété, le rapport à l'État, dans certaines sociétés, pris d'autres virages. Le fait que donc il y a un moment où il parle de la rencontre de philosophes des Lumières avec des peuples autochtones du Canada qui leur font comprendre finalement que eux ont fait le choix de refuser la propriété, de refuser la domination dans la hiérarchie sociale. Et donc on comprend que les Lumières se sont aussi beaucoup inspirées de ces modes de vie autochtones, liés à des écosystèmes vivants, complexes, et que donc la vision moderne du développement par une forme de confort, par l'ordre social, tout ça en fait c'est une construction qu'on nous inculque depuis toujours, mais qui peut être complètement revue, à partir de laquelle on peut imaginer complètement d'autres possibles de structuration sociale. Et c'est ça que je trouve très fort dans ce livre. Alors Zoé, vous nous avez partagé plusieurs extraits. Alors le temps presse, du coup on va en écouter un seul. Est-ce que vous pouvez juste contextualiser ces extraits ? C'est des extraits issus du terrain. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots avant qu'on en écoute un ? Oui, bien sûr. C'est des extraits donc, dans lesquels on entend des paroles habitantes du Nontronais qu'on est allé interroger à la suite d'un projet qu'on a mené donc sur le territoire à Nontron plus précisément. Je vais essayer de la faire assez courte, mais c'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur dans notre année design des mondes ruraux et qui a débordé aussi au-delà de la résidence et qui a fait aussi qu'on s'est constitué en collectif, toute la promotion 2023-2024. C'est un projet d'activation de la friche ferroviaire de Nontron, donc l'ancienne gare de Nontron, puisque le train ne passe plus à Nontron aujourd'hui. Et donc cette friche-là a été récemment achetée par la mairie de Nontron via un dispositif de l'État qui s'appelle l'établissement public foncier, qui accompagne les collectivités au rachat de friches sur leur territoire. Et donc tout ce rachat est accompagné par des bureaux d'études qui font donc une étude sur qu'est-ce que pourrait devenir ce lieu à long terme. Mais c'est des projections qui sont assez lointaines, qui sont souvent 5 voire plutôt 10 ans. Et donc nous, on avait connaissance de tout ce contexte-là. Et en même temps, on voyait donc par notre posture habitante, vu qu'on vit sur place à plein temps, etc. Et pour nous, c'est très important cette posture-là parce que ça amène plein de choses. En fait, on se rendait compte qu'il y avait un intérêt très fort pour ce site de la part des habitants et des associations locales, notamment parce que c'est des espaces très vastes, des bâtiments qui sont très grands, qui sont en plus ou moins bon état, mais en tout cas qui ont aussi un positionnement assez stratégique. Et donc, il y avait vraiment toute une effervescence autour de ce lieu-là, mais qui n'avait pas qui n'allait pas être investi avant très longtemps, parce que besoin de gros travaux pour mise aux normes, etc. Et donc nous, on a proposé à la mairie d'activer ce site, donc de l'aménager temporairement et d'y proposer une programmation culturelle pour l'été 2024, en lien avec avec les associations du territoire qui souhaitaient l'investir. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande qu'on a fait émerger, qui n'existait pas de la part de la mairie, mais qu'on a construit avec elle. Et en fait, d'habiter sur le territoire, c'est ce que ça a permis. Ça a permis ça. Et donc pendant cet été-là, donc nous, on a été à l'aménagement du lieu, c'est-à-dire qu'on a fait tout le dessin du mobilier, etc., pour pouvoir accueillir des usages. Donc il y a une scène, des ombrières pour apporter un peu de fraîcheur, des espaces pour s'asseoir, etc., un espace bar aussi, et aussi à la coordination de ce lieu, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à manifestation à l'occasion d'une réunion publique auprès de toutes les associations intéressées qui étaient conviées et qui nous ont proposé des activités à faire sur ce site. Et donc nous, on a coordonné tous ces événements qui se passaient, donc c'était à la fois des permanences hebdomadaires, donc des associations qui revenaient toutes les semaines pour par exemple proposer une recyclerie, proposer de la vente de crêpes, etc., et qui étaient combinées avec des événements plus ponctuels, donc des concerts.
et tout ça. Et c'est un lieu qui a beaucoup parlé aux habitants parce que ça répondait à deux choses. Donc ça répondait à la fois à cet engouement autour de ce lieu-là où les gens se demandaient ce que ça allait devenir, etc. Et en même temps, ça répondait aussi à un manque de lieux de sociabilité du territoire qui est très fort. Donc les concerts, etc., ça permettait à des personnes isolées, à des personnes nouvellement arrivées sur le territoire de se rencontrer, etc. Et ça a été assez fort. Et donc toute cette activation-là, ça nous a permis, a posteriori, de rédiger une étude et un phasage que l'on rend bientôt à la mairie de Nontron pour lui proposer une réhabilitation étape par étape de ce site-là et en même temps engager les acteurs du territoire dans la réflexion de ce que peut devenir ce lieu. Nous, c'est ce qu'on défend dans ce projet, c'est de dire, on peut aller plus loin que juste faire des ateliers de concertation. En fait, en impliquant les associations directement, en leur proposant de mener des activités sur le site, en fait, ça permet déjà de se projeter, de se dire qu'est-ce qui marche pas, etc. Et donc, les extraits que j'ai proposés, c'est des retours de certains habitants et de personnes qui sont dans les associations qui ont activé le site et qui donnent une impression, un retour de ce qui s'est passé à l'été 2024. Alors c'est vrai que c'est passionnant parce que d'un point de vue politique, c'est à la fois une méthode de travail. Là aussi, encore une fois, le fait d'habiter et d'être dans une logique d'enquête dans une logique d'enquête vous permet de faire ce genre de projet. Et puis c'est aussi bien sûr l'enjeu politique de faire consister des mondes, de faire consister des nouveaux mondes. Et nous, à Craquer l'époque, c'est quelque chose en tout cas qui nous intéresse énormément. Donc on va écouter un des 3 extraits, le dernier. Pour moi, avant, c'était le parking du cinéma, quoi. C'est rien de plus. Puis la salle des fêtes. J'ai participé à l'organisation du Festisol l'année dernière. C'était aussi un espace qui avait été en partie utilisé, mais enfin pas les bâtiments, juste la partie parking. Donc pour moi, c'était une espèce de friche informe qui allait être traversée par la Flo Vélo. Donc le projet que vous avez porté est arrivé un peu comme une bonne surprise. Après, c'est vrai que le contexte n'est pas facile. C'est un lieu qui est exposé au soleil en été, à la pluie quand il pleut. Mais franchement, j'ai trouvé que vous aviez vraiment bien dealé avec les difficultés, que le résultat était très sympa en termes d'aménagement. C'est vrai que le bâtiment qui a un certain cachet, c'est le bâtiment de la locomotive, quoi, qui en plus semble en relativement bon état, qui semble assez facile à ménager, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Enfin, après, il faut faire des choix, mais on peut faire plein de choses. Les autres, les quais de déchargement, je suis jamais rentré dedans. Je pense que ce sont les bâtiments amiantés, je sais pas à quoi ils ressemblent. Après, il y a des hangars métalliques qui sont pas très beaux, mais ils peuvent avoir des tas d'utilité. Vous l'avez utilisé en atelier. Je pense que ce serait un endroit assez idéal pour faire la réparation de vélos, un petit bout de recyclerie, des choses comme ça. Il y a le silo qui est un peu emblématique du lieu. Je sais pas très bien ce qu'on peut en faire, mais ce serait dommage de le virer, quoi. Il faut le déguiser en quelque chose ou le garder tel quel, je sais pas. Il y a un ensemble de bâtiments qui est... Si on y met quelques moyens, je pense que ça peut donner un choix de lieu, de belle ambiance. Alors ça nous permet d'avoir un peu une idée concrète, même de se représenter ce lieu. En quoi ce témoignage-là en particulier vous a intéressé ? C'est un témoignage qui est assez intéressant parce que donc c'est un habitant du territoire qui était assez fidèle à nos événements, on va dire, qui a suivi le projet un peu de A à Z. Et ce qui est très intéressant dans ce passage-là, c'est que en fait on voit comment une activation temporaire peut dans la tête des habitants projeter des réflexions, participer à une forme de réflexion de qu'est-ce que pourrait devenir ce site. On voit qu'il se pose des questions de oui, c'est vrai que le hangar on l'a utilisé en tant qu'atelier pendant le chantier parce qu'on a mené un chantier ouvert où les habitants étaient invités et donc le lieu était même ouvert avant d'être ouvert, quoi. Voilà, donc il s'est rendu compte que ça s'est mené de telle manière, qu'il y a des endroits où il fait chaud et du coup c'est plus compliqué de mener des activités en extérieur. J'ai vraiment choisi ce passage-là parce que justement c'est la posture qu'on essaie de défendre, de dire en investissant concrètement les lieux, ça permet de se projeter en fait. Même si c'est pas les usages définitifs, ça permet de poser des questions en tout cas. Et en fait, les habitants sont hyper réceptifs à ça. Et il y en a beaucoup qui ont compris que la loco, parce que c'est le nom du projet, c'était pas juste une activation, c'était pas juste de l'animation
estivale. C'était une première pierre qu'on posait pour poser des questions, pour des questions donc d'usage, d'occupation. Ça pose aussi des questions de gouvernance, de qui gère ce lieu, pourquoi, etc. Et donc c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est que en fait aujourd'hui il y a encore plein de gens à Nontron ailleurs quand on les croise qui nous posent la question alors est-ce qu'il va se passer quelque chose en 2025, comment ça se passe, etc. Comment ça avance, parce que en fait la population s'est saisie de cette question-là et en visibilisant ce lieu, en faisant qu'il s'y passe des choses, c'est un lieu qui commence à être identifié sur le territoire et qui commence où les habitants commencent à se sentir concernés par ce qui se passe. Là où peut-être avant où il y avait juste des ateliers de concertation, c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus lointain. Et donc là, on a vraiment proposé des choses concrètes et les gens, en fait, ça cogite quoi dans leur tête, il se passe des choses quoi. Et nous, c'est ça qu'on recherche, c'est de dire non, en fait, on va pas réfléchir tout seul en face à face avec la mairie, mais on va inclure les gens qui vont être directement concernés par ce qui va se passer, et donc les habitants du territoire, les associations, etc. Alors en vous écoutant, je vois le designer maintenant comme un explorateur, on voit le designer comme un diplomate, un grand diplomate, et on voit avec Nicolas le designer aussi comme un berger. Vous écrivez beaucoup, et dans les textes que vous avez écrits, il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est quand vous convoquez la figure du berger. Le berger, notamment au cours des transhumances, c'est-à-dire lors des déplacements saisonniers des troupeaux en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir. Le berger, finalement, au fond, c'est une véritable figure d'altération pour vous, c'est-à-dire que le berger nous interpelle, il nous aide à réfléchir, en particulier sur notre façon de nous tenir en alerte. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette figure du berger, pourquoi elle est inspirante ? Oui, alors sans virer dans un parallèle trop romantique, c'est vrai que ça pourrait être tentant avec le berger, mais ce qui m'a intéressé, c'est finalement de faire un parallèle entre cette attitude, qui est aussi une compétence, celle du berger, et puis celle qui pourrait être celle du designer, ou comment finalement le design pourrait apprendre du pastoralisme. Le berger, c'est je n'en suis pas un moi-même, mais l'idée que je développe dans ce texte, c'est que le berger fait figure d'alerte constante vis-à-vis d'un écosystème dans lequel il évolue et duquel il dépend pour sa propre survie, mais la survie de son troupeau. En fonction des saisons ou de la sécheresse d'une saison, l'estive va se déplacer ailleurs. En fonction de la météo de la journée, finalement, le parcours va pouvoir se redessiner. Et ce qui m'intéresse dans cette figure du berger, c'est qu'il y a à la fois une forme d'alerte vis-à-vis d'un écosystème très instable, vis-à-vis de toute une mêlée d'aléas, d'ordre climatique, d'ordre géologique, d'ordre des interactions du vivant entre eux, parce qu'il y a la question de la prédation qui vient aussi. Donc finalement, le berger a cette capacité fondamentale de se réajuster en permanence et finalement de ne pas prendre pour acquis des projections, l'idée d'un projet qui va se dérouler tel qu'on l'avait imaginé depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Et il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse là-dedans, dans cette figure du berger, c'est que finalement, en assurant la survie de son troupeau, qui est amené à aller brouter l'herbe des estives, le berger, en faisant transhumance, c'est-à-dire en allant chercher finalement les terrains favorables à l'alimentation de son troupeau, permet d'entretenir des chemins, permet d'entretenir un paysage et des prairies ouvertes, puisque les brebis, en allant se nourrir de ces estives, de ces paysages, vont aussi les fertiliser en retour. Donc finalement, il y a tout un ensemble de débordements ou d'externalités positives à l'action du berger qui, pour assurer la survie de son troupeau, potentiellement la production de lait ou la production de laine, finalement, participe par la force des choses, sans que ça demande un effort supplémentaire, participe finalement à un ensemble d'externalités positives. Et c'est peut-être une manière de composer avec le monde, avec l'environnement, qui serait intéressante de transposer à la pratique du design, c'est-à-dire à quel moment, à quel point, lorsque on fait action dans le monde, finalement, ça produit des externalités qui peuvent être positives ou négatives. Quel impact ont nos choix de conception et nos choix de montage de projet sur ce qui ne concerne pas directement le projet, mais qui finalement en découle. Et il y a tout un tas, quand on parle d'espace public ou d'objets, finalement, on parle de volume de matière qui ont besoin d'énergie pour être transformés, qui ont besoin souvent d'infrastructures de déplacement pour être acheminés d'un lieu à un autre, qui demandent des outils pour être transformés, qui eux-mêmes demandent de l'énergie, qui eux-mêmes demandent d'être fabriqués à un moment donné, ces outils. Donc finalement, il y a toute une chaîne d'externalités qui déborde l'objet. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement pour les designers
de donner forme aux choses, même si ça reste, je crois, lorsqu'on doit donner forme aux choses, de la responsabilité des designers et non pas d'autres compétences, puisque je crois que c'est les designers qui sont les plus à même de donner leur juste forme, aux choses. Mais l'époque dans laquelle on vit demande aussi aux designers de considérer les moyens qui permettent de donner forme aux choses et finalement de considérer tout ce qui déborde des objets, tout ce qui les précède, donc en amont, avant même leur dessin. On pourrait passer des heures à continuer à discuter, c'est absolument passionnant ce que vous êtes en train de nous raconter tous les deux. Alors, une toute dernière question, qui est une question traditionnelle à Craquer l'époque. Je voulais, si vous pouvez nous répondre en 2 mots, mais qu'allez-vous faire demain ? C'est-à-dire comment vous envisagez de continuer ou pas, d'ailleurs, ou de bifurquer, je n'en sais rien. Pour moi, l'idée, c'est aujourd'hui donc je le disais un peu plus tôt, à la suite du programme, on s'est constitué en collectif, l'ensemble des personnes qui composaient la promotion 2023-2024. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant ce temps de résidence-là qui a duré 1 an, ça a été vraiment un moment pour nous d'incarner une forme de posture, d'attention au territoire, etc. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment conserver cette posture-là, mais dans un contexte économique qui est tout autre. Et donc là, l'idée, c'est aussi de poser la question de comment on conserve cette posture d'attention, cette posture de recherche sur le temps long qui, pour nous, est ultra nécessaire parce que c'est ça qui fait qu'on peut mener des projets qui sont réellement en relation et en interaction avec les territoires avec lesquels on travaille. Mais tout ça, ça rencontre un contexte économique qui est aujourd'hui hyper contraignant parce que toutes les préoccupations se tournent plutôt vers un ordre économique et rentable de façon assez immédiate. Donc comment on fait valoir aussi toute cette recherche sur le temps long et ça demande un grand art de la conversation, on va dire, notamment avec des collectivités locales qui peuvent ne pas toujours saisir ce qu'on peut apporter. Et c'est Estelle Zongmen-Gual qui est historienne de l'art et qui parle de l'art en commun et qui parle de ça, qui parle du fait que la conversation, elle parle plutôt d'artistes, mais moi je me retrouve là-dedans, que c'est aujourd'hui une vraie compétence à avoir pour pouvoir discuter, parce que comme disait Nicolas, l'idée c'est pas juste de penser des objets en bout de chaîne, mais de penser tout un écosystème qu'il y a autour, et c'est un écosystème qui est matériel et c'est aussi un écosystème qui est social, qui est humain. Voilà, de faire rencontrer, on va dire, nos utopies avec une réalité concrète. C'est à ça que moi j'ai envie de travailler aujourd'hui pour que ça ait un vrai impact dans la vie des gens et des territoires. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment, et bonne chance dans cette grande solution diplomatique qui ne doit pas être toujours évidente. Merci à tous les deux et à bientôt. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.